Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aux lois de finances et en particulier ici aux procédures d'urgence qui peuvent être mises en place lorsque le Parlement accuse un retard dans l'adoption de la loi de finances initiale. Alors cette vidéo s'inscrit à la suite des précédents épisodes 50 et 51, successivement consacrés à une présentation générale de la notion de loi de finances, puis à une présentation des catégories de loi de finances. Dans cette dernière vidéo, épisode 51, vous avez pu appréhender les trois essentiels de cette notion de loi de finances, que sont les lois de finances de l'année, loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives et les lois de règlement. Et j'avais entamer le propos sur les lois d'urgence sans entrer dans le détail. C'est l'objet ici de cette vidéo que de vous présenter les deux procédures d'urgence qui ont été prévues par l'ordonnance de 1959 pour gérer un éventuel retard dans l'adoption du texte. Alors déjà, il faut se rappeler les dispositions de l'article 47 de la Constitution. L'article 47 de la Constitution, c'est une nouveauté avec la Ve République, on n'en trouvait pas trace dans les précédents textes constitutionnels. La Constitution de 1958 a prévu dans son article 47 la possibilité pour le gouvernement, s'il se retrouve dans une situation de retard dans l'adoption de la loi de finances de l'année, je vous rappelle que tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'application d'un principe budgétaire essentiel, le principe d'annualité, qui suppose, et c'est notre héritage révolutionnaire, que la représentation nationale puisse se prononcer chaque année, pour une année, sur les finances publiques, sur les finances de l'État. C'est donc dans la logique de ce principe d'annualité budgétaire que ces mécanismes d'urgence ont été mis en place, de manière à garantir qu'en débutant l'exercice budgétaire, eh bien, l'État français soit doté d'une loi de finances ou en tout cas du minimum vital pour débuter l'exercice budgétaire. Et c'est donc Premier objet, première approche prévue par l'article 47 de la Constitution avec la possibilité pour le gouvernement, si le Parlement n'a pas été en mesure d'adopter le texte dans les délais impartis, eh bien de pouvoir mettre en œuvre son projet de loi de finances au moyen d'une ordonnance. Alors, cette possibilité prévue par la Constitution, sachez-le, à ce jour, n'a jamais été utilisée. Ce qui a été utilisé en revanche, ce sont les deux procédures d'urgence, donc autre possibilité, prévues par le texte organique, tout d'abord par l'ordonnance et ensuite par la loi organique du 1er août 2001. Sur ce terrain, les dispositions à la virgule près constituent un copier-coller du texte de 1959 dans le texte de la LOLF en 2001. Il n'y a pas eu sur ces deux catégories de lois d'urgence d'évolution, en tout cas à ce niveau-là. On verra que les dispositions contenues et dans le texte de 1959, c'était alors l'article 44 de la Constitution, et dans la LOLF, qui reprend donc pour partie déjà les deux premiers alinéas de l'article 44 qui évoquent ces deux procédures d'urgence, article 45 qui, donc dans un premier temps, opère un copier-coller du contenu de l'ordonnance de 1959. Alors, il est question de quoi ? Il est question de deux procédures d'urgence qui ont vocation à se déclencher sur deux dates clés. Ces dates clés sont fixées au 11 et au 19 décembre. Alors, il n'y a pas de coïncidence des dates. On étudiera ultérieurement les modalités techniques d'adoption de la loi de finances. On a déjà vu de l'article 47 de la Constitution que le délai global pour l'adoption de ce texte était de 70 jours. On a vu également que ce délai était réparti entre l'Assemblée nationale et le Sénat à raison de 40 jours pour l'Assemblée nationale et 15 jours pour les Sénats. Sans entrer à ce stade dans le détail, il faut savoir que le délai fixé au Sénat peut même être monté à 20 jours. Ça, c'est le texte organique qui le prévoit. Tout dépend finalement de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale a examiné, voté, adopté le texte ou pas. Toujours est-il qu'au global, si je prends le maximum des délais accordés aux assemblées parlementaires, 40 jours pour l'Assemblée nationale, 20 jours pour le Sénat si on lit le texte organique, on arrive à 60 jours et non pas 70 jours. Eh bien, c'est justement la raison d'être de cette fourchette qui apparaît entre le 11 et le 19 décembre, parce qu'en définitive, si ce délai fourchette de 60-70 jours est respecté, on s'attend à ce qu'une loi de finances soit adoptée entre le 10 et le 20 décembre. Donc, au 11 et au 19, là, on est véritablement dans une situation d'urgence si on constate un retard dans le déroulé de la procédure d'adoption de cette loi. Au 11 et au 19 décembre, le gouvernement dispose en fait de deux roues de secours pour sauver la situation. Alors,
il a la possibilité d'utiliser la route de secours prévue par la Constitution, c'est-à-dire intervenir au moyen d'une ordonnance. Mais vous connaissez un petit peu la difficulté de l'ordonnance. L'ordonnance, ce que vous en connaissez, des dispositions de l'article 38 de la Constitution, de vos cours de droit constitutionnel, la logique est la même. On parle d'une ordonnance pour évoquer un texte qui est pris par le pouvoir exécutif dans le domaine législatif. Et c'est bien de cela qu'il est question. Ça voudrait dire que totalement, le gouvernement viendrait se substituer au moyen de cette ordonnance au Parlement, faisant fi finalement du débat parlementaire. Les deux procédures d'urgence, au 11 et au 19 décembre, permettent de maintenir un minimum de débat parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle, à ce jour, lorsque durant la Ve République, on a accusé un retard dans l'adoption de ce texte, eh bien, finalement, le gouvernement a usé des dispositions organiques à sa disposition et a pu opter, alors soit pour un projet de loi partiel, au 11 décembre, le gouvernement a la possibilité de déposer un projet de loi partiel, et au 19 décembre, il a la possibilité de déposer un projet de loi spécial. Alors, quelle est la différence entre les deux? Cela suppose de faire un bref détour pour comprendre que le contenu de la loi de finances, alors je vous renvoie bien évidemment à la vidéo concernant le contenu des lois de finances pour une approche des deux parties qui constituent l'ossature générale du texte financier, mais ici se remémorer dans les grandes lignes ce que l'on va trouver dans la première et la deuxième partie de la loi de finances. Lorsque vous ouvrez le texte au journal officiel, première partie de la loi de finances, alors vous trouvez déjà l'article 1er, un article essentiel, puisque c'est le texte par lequel le Parlement va autoriser le gouvernement à percevoir les impôts existants. Cette disposition, c'est un copier-coller de l'article 1er de la loi de finances précédente, voilà, d'année en année. C'est un copier-coller, on change juste l'année correspondante. Et c'est un acte essentiel, puisque là, c'est véritablement notre héritage historique. Le Parlement a obtenu, la représentation nationale a obtenu, au travers de notre héritage révolutionnaire, le pouvoir de consentir l'impôt. Et cet article 1er en est la totale traduction, puisque le Parlement va autoriser le gouvernement à percevoir les impôts existants. Implication juridique importante, si le 1er janvier suivant, cette disposition n'est pas adoptée, ça veut dire que techniquement, toutes les mesures, les opérations de vente qui ont été réalisées à partir du 1er janvier, eh bien, font défaut dans le prélèvement de la TVA. La TVA est dépourvue de base légale si cet article 1er n'a pas été adopté par les assemblées parlementaires, promulgué par le chef de l'État et publié au journal officiel. Donc une disposition incontournable, essentielle pour fixer ce cadre juridique. Qu'est-ce qu'on trouve également dans la première partie? Je vous le rappelle, le dernier article de la première partie, c'est l'article d'équilibre. L'article d'équilibre qui vous donne donc, dans les grandes masses, le solde budgétaire de l'État, solde budgétaire dont on sait que depuis les années 70 maintenant, il est systématiquement déficitaire pour l'État. Entre les deux, une présentation générale des recettes de l'État. Et c'est dans la deuxième partie que l'on entre dans le détail et que l'on vient identifier la répartition des recettes, finalement, entre les dépenses. On a des ressources, qu'est-ce qu'on va en faire? On a des missions, on a des politiques publiques à mener. On va avoir un certain nombre de dépenses publiques à réaliser, dépenses de fonctionnement, d'investissement, de personnel, d'intervention. Tout cela est présenté effectivement dans le cadre de la deuxième partie de la loi de finances. Voilà, schématiquement, je vous renvoie à la vidéo correspondante pour entrer dans le détail de ce contenu. Ici, c'est juste l'architecture générale qui nous intéresse pour l'instant. Et donc comprendre qu'au 11 décembre, si le gouvernement constate un retard et craint que la loi de finances ne soit pas adoptée dans les délais, il a la possibilité de déposer sur le bureau des assemblées parlementaires un projet de loi partiel. Le projet de loi est dit partiel parce qu'il ne contient que la première partie de la loi de finances. Alors, cela va inviter le Parlement à se prononcer sur la première partie, s'assurer et faire en sorte que cette partie soit adoptée, promulguée et publiée au JO pour le 31 décembre au plus tard. Cela n'économise pas bien sûr l'examen de la deuxième partie, mais cela permet d'envisager que cette deuxième partie soit adoptée dans les premiers jours, premiers mois de l'année suivante. Ça c'est au 11 décembre. Au 19 décembre, alors il y a deux options possibles. Soit, arrivé au 11 décembre, le gouvernement n'avait pas trop de crainte, en tout cas il n'a pas déclenché la première procédure d'urgence. Soit, seconde option, au 11 décembre il avait des craintes, il a déclenché la procédure d'urgence, un projet de loi partiel a été déposé, mais ce projet a été
retoqué, a été voté négativement. Le Parlement a refusé. Donc rejet du texte. 19 décembre, le gouvernement a une deuxième roue de secours à sa disposition. Donc soit en fonction d'hypothèses, bien évidemment, que je viens de signaler. Au 19 décembre, il peut déposer un projet de loi spécial. Alors ce projet de loi est dit spécial, vous allez le comprendre, parce qu'il ne contient qu'un article. C'est un texte publié au JO, au journal officiel très très court. Si vous m'avez suivi sur la présentation il y a quelques instants, vous comprenez qu'il y a au sein de la première partie de la loi de finances un article essentiel, incontournable, c'est l'article 1er de la loi de finances. Et c'est cet article 1er qui constitue le projet de loi spéciale. Très court, je vous l'ai dit, le gouvernement est autorisé par le Parlement à percevoir les impôts existants. Là, de la même manière, cela n'économise pas de l'adoption du reste du texte, du reste de la première partie et de la deuxième partie. Mais cela laisse quelques jours supplémentaires au gouvernement pour gérer la situation. Alors, l'emploi de ces procédures d'urgence s'est avéré relativement rare dans le courant de la Ve République. Néanmoins, on a pu le trouver. Alors, je vous en donne un exemple. Vous irez visualiser le focus numéro 2 sur la censure constitutionnelle de décembre 1979, car effectivement, cet épisode est important au point d'avoir fait l'objet d'un focus à lui seul. C'est la seule loi de finances pour 1980, à avoir été censurée dans sa totalité par le Conseil constitutionnel. Donc ce focus vous explique comment cette loi de finances a été censurée dans sa totalité, et surtout comment on a fait pour gérer la situation, et en l'occurrence, effectivement, le dépôt d'une loi d'urgence pour gérer, effectivement, le retard à constater suite à la censure opérée par le Conseil. Le Conseil avait rendu sa décision le 24 décembre 1979, donc une date très proche de la fin de l'exercice l'année civile, l'année budgétaire, et qui donc nécessitait une réaction vive de la part du gouvernement pour gérer, effectivement, ce calendrier. Autre illustration pour évoquer l'emploi de ces procédures d'urgence, on peut évoquer la loi de finances de février 1963. À la suite effectivement des événements de l'année 1962, le Parlement avait accusé un retard dans l'adoption de la loi de finances pour 1963. C'est donc là également une loi d'urgence qui avait été soumise aux assemblées parlementaires, et c'est finalement en février, le 23 février 1963, que le Parlement a adopté la loi de finances pour 1963. Alors voilà pour cette présentation des procédures d'urgence. Gardez à l'esprit que si on pouvait peut-être avoir un doute sur la qualification générique à retenir de ces lois d'urgence à la lecture de l'ordonnance de 1959, qui dans son article 2 énumérait les catégories de lois de finances et n'en recensait que 3, loi de finances de l'année, loi de finances rectificative, loi de règlement. Avec la LOLF, le doute est levé, les lois d'urgence sont bien des lois de finances, c'est inscrit à l'article 1er puisque très clairement, à la suite de l'énumération de ces 3 catégories traditionnelles de lois de finances, on y ajoute les lois adoptées en application des dispositions de l'article 45 de la LOLF qui comprennent donc ces procédures d'urgence. Le doute est donc levé sur cette catégorie de lois de finances. Les lois d'urgence sont bien des lois de finances. Alors derrière cet article 1er et cette énumération, il y a là également une décision du Conseil constitutionnel. Là également le focus numéro 2 vous sera très utile, car l'épisode constitutionnel de décembre 1979 n'a pas généré une, mais 2 décisions du Conseil constitutionnel, puisqu'en effet, à la suite de la censure constitutionnelle de la loi de finances pour 1980, avec la décision du 24 décembre, le gouvernement a fait usage de ces procédures d'urgence, et cette loi d'urgence a également été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel qui, quelques jours plus tard, a eu à examiner sa constitutionnalité et lui a reconnu, ça fait partie d'un des apports essentiels de cette décision, lui a reconnu très clairement la qualité de loi de finances. L'article 1er de la LOLF, en complétant cette énumération des catégories de loi de finances, ne fait finalement que tirer les conséquences de cette deuxième décision du Conseil constitutionnel de décembre 1979 en reconnaissant aux lois d'urgence la qualité de loi de finances.